Jacob Cohen, j'aimerais avoir maintenant votre opinion sur la question du business du halal. Parce que naturellement, on penserait que ce sont des musulmans qui se sont accaparés de ce commerce, puisque les produits commercialisés halal sont destinés à la communauté musulmane. Eh bien, pas du tout. On découvre que les trois marques principales du halal, que sont Isla Délice, Regalal et Wassila de la chaîne Casino, sont propriétés respectivement de Herzog, de Naouri et de Lévy. Voilà, de Lévy et de Naouri, voilà, pour faire dans l'ordre des marques citées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, comment ça se fait que ça ne soit pas les musulmans qui se sont accaparés ce marché et surtout, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi les musulmans ne s'accaparent pas ce business, ce commerce qui représente plusieurs milliards d'euros en France? Bon, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais disons, je connais un peu, disons, les conditions d'existence et la place des musulmans en France pour émettre peut-être quelques opinions là-dessus. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des musulmans, quand ils sont venus ici, c'était des ouvriers, c'était des OS. Donc, ils n'avaient pratiquement pas d'argent. Enfin, ils arrivaient à peine à vivre ou à survivre. Alors que les Juifs avaient déjà un passé d'hommes d'affaires. C'est pas que tous les Juifs soient des capitalistes, mais il y en avait quand même déjà quelques-uns. Enfin, on ne citait que Rothschild, mais d'autres, enfin, je veux dire, qui avaient du business. Enfin, voilà. Donc, et puis, les Juifs étaient là depuis des siècles. Donc, il y avait déjà des banquiers, des industriels. Et les musulmans ont commencé, vous savez, c'est une question de génération aussi. C'est ce que Marx appelle l'accumulation du capital. C'est-à-dire, en fait, au début, les hommes d'affaires commencent à accumuler du capital, c'est-à-dire à grossir petit à petit, etc., jusqu'à former une grosse entreprise. Mais ça prend des générations, ça ne vient pas comme ça ne vient pas d'un coup. Et donc, il aurait fallu qu'émergeât une classe d'affaires, comment dire, assez importante pour conquérir ce marché. Bon, je ne crois pas qu'il n'y a pas suffisamment des musulmans en France capables, disons, d'avoir des marchés de l'ordre des milliards. Bon, je ne crois pas. Les musulmans commencent à peine à prendre quelques marques, enfin quelques places dans l'organisation capitalistique française. Et donc, vous savez, l'affaire du halal, c'est pas une question de... Après tout, les juifs, enfin, un capitaliste se dit, il y a un marché à prendre, je le prends. C'est pas une question d'affinité religieuse, ni d'éthique, évidemment. Et donc, il se trouve que les musulmans, peut-être qu'on va attendre une autre génération pour qu'émergent, disons, des gens capables d'amasser du capital suffisamment pour s'introduire sur le marché, concurrencer, etc. Et peut-être aussi que, mais ça on le verra peut-être quand on envisagera la nature de la communauté musulmane en France, c'est que les musulmans n'ont pas, comment dire, ils ne savent pas s'organiser, s'unir. Bon, la communauté musulmane, d'abord, est divisée. Il y a les Marocains, les Algériens, etc. Même chez les Marocains, il y a les gens, il y a les Fassis, il y a les Berbères. Enfin, bon. Et donc, il y a de la concurrence. Bon, ils savent pas, ils s'organisent pas en tout cas, ils sont pas organisés, ils sont pas solidaires. Pour vous donner une idée, par exemple, les Juifs, ils ont l'Union des patrons juifs de France. Bon. J'attends l'Union des patrons musulmans de France. Et donc, l'Union des patrons juifs de France, bon, ça permet, par exemple, enfin, Publicis, la plus grande société de publicité en France, quasiment la moitié du marché publicitaire, c'est dirigé par des juifs sionistes. Ça appartient à des juifs sionistes. Donc, ça compte, ça.
Il y a quand même un sentiment communautaire. Et donc, les musulmans n'ont pas encore cette force pour occuper le terrain. Ça viendra peut-être après tout, pourquoi pas, vous savez, il y a déjà l'amorce de quelques de jeunes capitalistes qui lancent des affaires, etc. Mais encore une fois, je dis que c'est une affaire de génération, d'accumulation du capital. Et aussi que les musulmans arrivent à vouloir occuper le champ économique et financier qui leur revient. Ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Pour vous donner une idée, moi, il y a un exemple, par exemple, qui me frappe. Excusez-moi de nous avoir Non, au contraire. Il y a un exemple qui me frappe. En quoi le musulman français, capitaliste, homme d'affaires, rechigne à occuper le terrain. Je vais vous donner un exemple. Le journal Libération, il a été racheté par un Israélien, un juif sioniste israélien qui a renoncé à la nationalité française, d'origine marocaine d'ailleurs. Bien, Patrick Drahi. Il a racheté Libération avec 18 millions. Bien. Et il a mis Laurent Geoffrin, qui est le larbin du lobby, à sa tête. Est-ce que vous imaginez? Bon, moi j'ai en tête, par exemple, un homme d'affaires qui possède l'équipe de rugby de Toulon, qui s'appelle Boudjelal, je crois. Enfin bon, je n'ai rien contre lui ni pour lui. Mais je me dis, voilà, je prends un Maghrébin qui a 20 millions à son compte en banque. Est-ce qu'il serait capable de racheter Libération et de mettre Tariq Ramadan à la tête? Impossible. Et c'est ça aussi, ça veut dire qu'il y a un obstacle psychologique à ce qu'un musulman qui a les moyens, qui aurait les moyens, et qui se dit, eh ben, je vais racheter une entreprise et mettre celui que je veux à sa tête. L'obstacle est psychologique. Voilà. Ah oui, psychologique, parce qu'il sait très bien, il le sait d'ailleurs, enfin, ce X, il sait qu'on va lui tomber dessus. Et donc, il préfère, c'est-à-dire qu'en fait, le musulman a déjà intégré en France, il a déjà intégré le fait qu'il vaut mieux ne pas aller trop loin. Voilà. C'est pas la peine. Il sait quel est le rapport de force, il le sait instinctivement, etc. Et que c'est pas la peine de, je sais pas, je vais utiliser une expression, de tirer les moustaches du tigre. Voilà. Le tigre, c'est le CRIF, enfin bon, le lobby. Et donc, il vaut mieux ne pas le heurter, voilà. On est dans cette situation-là en France. Ça changera, je ne sais pas, mais en tout cas, et c'est pour ça que aussi ce marché du halal échappe encore aux musulmans. Enfin, d'après ce que je sais, il n'y a même pas de règle unitaire en ce qui concerne le halal, c'est-à-dire de définition, de critères, d'autorité par exemple, qui peut décider. Est-ce qu'il y a une autorité? C'est-à-dire que c'est quand même cadré, il y a un cadre religieux et éthique sur la manière de... Non, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une institution? Est-ce qu'il y a une institution, par exemple, un conseil d'administration, formé de, je sais pas moi, de 10 imams, de 20 imams, comme il existe pour le kasher, par exemple, et qui donne le tampon. Voilà. Par exemple, est-ce qu'on arrive à s'entendre entre les musulmans turcs, maghrébins, sénégalais, etc. Ça aussi, ça pose un problème. Parce que le fait d'avoir une autorité unique, déjà, ça permet de négocier mieux les ça contrats. Rejoint ce problème d'organisation que Ah vous oui, soulevez. d'organisation, évidemment. Voilà, évidemment. c'est aussi là que le bas blesse.